de Mogador, c'est pas la peine de m'étaler là-dessus. Je reviendrai sur l'exposé de l'imminent expert, c'est Merzaghi, et il a évoqué en particulier ce déclin assez bizarre de la flotte du pavillon national en matière commerciale, de 66 à pratiquement rien. Et là, je me pose la question, est-ce que le Maroc véritablement a perdu le sens maritime qu'il a véritablement? C'est une péninsule, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, c'est une péninsule, et je me demande, stratégiquement parlant, est-ce qu'on a le droit véritablement de perdre le pavillon national, alors qu'il y a une réglementation, vous me corrigez M. Merzaghi, sur les raisons profondes véritablement de ce déclin-là. Et si on a quelques-unes, on aimerait bien les options que vous... Si vous voulez que les questions soient brèves pour Pas de questions. Les intéressés puissent y répondre, prendre un peu plus de temps pour répondre évidemment à vos questions. Alors donc, on laisse d'abord la réponse. Alors donc, je donne la parole à Mme Taïbé, s'il vous plaît, Madame. Je remercie M. Sibari de l'intérêt qu'il a porté pour la communication, mais je me permets de dire que j'ai parlé, bien sûr, de l'époque de Sidi Mohamed Ben Abdallah, et j'ai même dit que le Maroc est devenu une force maritime, et j'ai aussi mentionné tous les traités conclus par Sidi Mohamed Ben Abdallah pour la marine. Mais je n'ai pas pu, bien sûr, détailler toutes les références historiques, vu le temps qui m'est imparti. Sidi Mohamed Ben Abdallah n'a pas seulement instauré, il a instauré la diplomatie marocaine, et c'est pour cela qu'il a conclu plusieurs traités de paix et de maritime, et puis il a construit aussi Sawera, Mogador et Fdala. Je vous remercie. Oui, Monsieur le Président, merci. Moi, je vais être très bref. Tout d'abord, je rappelle que la règle de 43-20, il n'est plus de mise. Pour une simple raison, vous savez que le développement de la globalisation du transport maritime et l'apparition de méga carrières qui a fait que cette règle fondamentale en matière de le déclin de la flotte, comme je l'ai signalé au début de ma présentation, parmi les critères qui ont été, ou les résultats, c'est que la perte de compétitivité, le coût de la main-d'œuvre et l'apparition ou le développement du pavillon libre et le régime international, des registres internationaux qui libéralisent les armateurs de plusieurs obligations envers l'économie nationale de certains pays. Voilà un petit peu, d'une manière très très brève, la réponse que je pourrais apporter à la question de M. Aspect. Merci, M. le Président. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لاخواني الاعزاء. اولا اتقدم بالشكر الجزيل للسيده سمو على المحاضره القيمه التي لا تستحق فقط اقل من ساعه، ولكن يعني كنا ننتظر ان الكلام يطول حول هذا، لان الموضوع مهم جدا وحنا خصنا نعرفوا شنو كاين في التاريخ. عندي ملاحظة على مداخلة السيد المرزاقي، ملاحظة على مداخلة السيد الكتير. باختصار، الاستراتيجية مهمة جدا. وإلا رجعنا للمداخلات ديال البارح ديال الفاضل المحترم السيد الضحاك وديال الفاضل المحترم السيد سيكيميزو، بجوج ديال الرسالات. الرسالة الأولى هو أمل المستقبل السيد الضحاك، والرسالة الثانية هي التنمية المستدامة. والخلاصة ديال هذه المداخلات بجوج أشنا هي لا يمكن أن يكون أي استراتيجية تنمية بدون حماية البحار وبدون الأمن والسلامة في البحر. كنت أتمنى أن أرى ما هي العلاقة بين هذه الاستراتيجيات بجوج ديال هاليوتيس اللي هي مهمة جدا. أنا لا أنتقد، ولكن أتمنى أن يكون لهذه الاستراتيجيات بجوج فروع لهذا الميدان المهم، وهو
ضمان سلامة الأمن والبحارة وسلامة السفن. ونرجعوش له الاجتماع المهم اللي كان هذه يومين في الدار البيضاء حول سلامة لي زايروبور. خصنا نخمو عاوتاني السلامات وخصوصا في هذا الوقت هذا ديال الموانئ اللي هي مهمة جدا. السلام عليكم. شكرا سيد الحسيني على إثارتنا هذه النقطة اللي كتهم السلامة البحرية وخصوصا سلامة السفن وسلامة الملاحة البحرية والشواطئ المغربية. فأؤكد له بأن الاستراتيجية الوطنية التي تكلمت عنها تتكلم عن الاستراتيجية الوطنية فيما يخص الأسطول الوطني لنقل المسافرين أو البضائع، أما فيما يهم عنده حقوق وعنده واجبات في هذا الميدان. شكرا سيد الرئيس. Oui, un petit commentaire juste parce qu'on a évoqué la sécurité des ports et que les certificats, il y a des installations des ports qui le méritent, sont donnés pour les durées pour lesquelles ils doivent être certifiés ou les méritent d'être certifiés. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour ce panel qui, nous, à la CGM, nous tenait vraiment beaucoup à cœur. Tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom de la présidente de la CGM, Madame Maryam Ben Salah Chkroun, qui n'a pas pu être malheureusement parmi nous, je vais présider ce panel à sa place. Alors, la CGM tient tout d'abord à remercier vivement l'OMI d'avoir donné l'honneur au Royaume du Maroc pour organiser la journée parallèle à la journée mondiale de la mer, qui est un honneur qu'aujourd'hui le Maroc mérite amplement. Mais nos remerciements vont également au comité d'organisation, qui a été vraiment une cheville ouvrière, qui a montré un haut degré de professionnalisme pour l'organisation. Je crois que les succès des travaux de cette journée vont en être la preuve et on voulait également les remercier. Alors, l'objet aujourd'hui de ce panel qui porte sur les investissements et les opportunités de partenariat, je crois qu'un des panélistes me disait c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et je crois que je suis d'accord avec lui. Aujourd'hui, l'investissement et le partenariat seront les mots-clés de ce panel. Alors, il est bien évident que le secteur maritime marocain a traversé beaucoup de phases. On en a eu un aperçu historique dans le panel de ce matin. Il est promu à un bel avenir, c'est ce qu'on nous dit. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est qu'à travers vraiment un nouveau partenariat public-privé rénové qu'on pourra atteindre ces objectifs. Alors, aujourd'hui, le secteur du transport maritime au Maroc doit se chercher de nouveaux ressorts. Et nous croyons fermement à la CGM que parmi ces ressorts éventuels, c'est la nouvelle loi cadre qui a été votée par le Parlement il y a 2 semaines sur la loi promulguant le partenariat public-privé. Deuxième ressort sur lequel on insiste, et nous saluons le gouvernement pour cette initiative, c'est l'amendement qui est fait dans le projet de loi de finances sur la Charte nationale d'investissement. Aujourd'hui, c'est cette combinaison de partenariat et d'incitation au privé qui va faire la transformation du maritime demain. Alors, je ne vais pas m'étaler encore plus. Aujourd'hui, le partenaire public-privé, il a besoin d'exemples concrets pour le matérialiser. Je crois qu'à travers ce panel, on va donner des exemples intelligents de partenariat public-privé. Aujourd'hui, la matinée, on a eu l'exemple de la stratégie nationale logistique et du contrat programme logistique entre l'État, le gouvernement et la CGM.
Je crois que c'est un partenariat efficient qui marche bien. Nous avons eu l'exemple de la stratégie Aliotis, qui est un bon exemple également de partenariat public-privé. Dans le secteur maritime, nous avons un exemple qui a très bien marché, c'est celui du partenariat public-privé dans le secteur portuaire. Je céderai la parole à M. Srer Fileli, directeur de régulation à l'ANP, qui va nous donner un bref aperçu, pas bref, mais profond, sur les bonnes pratiques qu'a initié l'ANP pour réussir le partenariat public-privé dans le secteur portuaire. Et merci. Merci Monsieur le Président, bonjour tout le monde. Il est agréable d'aborder dans cet atelier consacré à l'investissement les opportunités qu'offre aujourd'hui le secteur des ports au Maroc. Dans ce cas-là, je vais aborder deux points essentiels, les projets VAR qui se dessinent pour les prochaines années au sein du secteur. Et puis dans un deuxième point, je vais aborder un petit peu le cadre réglementaire qui permettra de concrétiser ce partenariat public-privé en passant par les différents régimes, par les modalités et bien évidemment les spécificités de chaque cadre. Mais avant d'aborder cette question relative à l'investissement, il me semble important de revenir sur 3 ou 4 repères, bien évidemment en essayant d'éviter un doublant, parce qu'il me semble que ces repères, si on doit chercher une corrélation avec le domaine du partenariat public-privé, ils constituent en fait la facette marketing du secteur et comment est-ce que l'attractivité du secteur pourrait être appréciée à travers bien évidemment le partenaire privé. Alors, 3 repères importants. Le premier concerne bien évidemment le rôle et les enjeux que représente le secteur des ports au Maroc, qui sont hautement stratégiques. Je ne reviens pas sur le patrimoine maritime qui a été largement abordé ce matin, mais surtout sur une particularité qui me semble importante de taille, c'est que l'essentiel, ou la quasi-totalité du commerce extérieur passe par les ports, et ceci confère à ces ports une lourde responsabilité. Et donc un port défaillant, vous pouvez l'imaginer avec moi, c'est toute l'économie de son hinterland qui peut souffrir de cette défaillance. Cela confère donc et matérialise cette lourde responsabilité par rapport du secteur des ports au Maroc. Le deuxième repère concerne un petit peu les perspectives de business, les opportunités d'affaires et ces opportunités qui sont l'émanation d'un certain nombre d'accords, de partenariats, de libre-échange qui sont mis en place par le Maroc dans cette ambition de traduire le Maroc en une plateforme logistique dans son environnement méditerranéen. Et les conséquences de ces accords vont bien évidemment se traduire par des échanges additionnels. Et là, c'est encore un défi que le secteur doit relever. Et ces défis sont anticipés bien évidemment dans le cadre des différentes stratégies qui ont été présentées par mes prédécesseurs. Le troisième repère qui me semble important, c'est la place de choix qu'occupe le secteur dans les différentes stratégies sectorielles, j'allais même dire dans les politiques publiques. Et le secteur a fait l'objet d'énormément de stratégies, évolutives certes, mais surtout innovantes. 3 éléments importants. Nous avons assisté à de nouveaux modes de gouvernance du secteur pratiquement tous les 20 ans. Ce n'est pas un hasard, c'est une évolution pour s'adapter et s'inscrire dans les mutations internationales, notamment celles relatives au transport maritime qui imposent aujourd'hui un certain nombre de défis et de difficultés, voire même de problématiques stratégiques pour les autorités des ports. Deuxième élément, c'est au fil des temps, le secteur a connu un effort d'investissement soutenu
et bien évidemment des stratégies de relance portuaire. Et le troisième élément, et ça a été bien évidemment mis en exergue dans le cadre de la présentation de M. Hamaoui, à travers la notion de pôle portuaire. Nous avons commencé à travers ces stratégies à qualifier les ports comme étant des acteurs économiques qui commencent à sortir des limites de leur territoire. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments importants. D'abord, la convergence et l'inscription de cet outil dans la politique de régionalisation avancée d'une part, mais aussi surtout d'optimisation, bien évidemment, des finances publiques dans la réalisation des infrastructures portuaires, surtout quand on sait que quand il s'agit de partenaires publics-privés dans ce domaine, il est difficile de trouver des partenaires qui mettent des fonds dans l'infrastructure de base. Et puis, bien évidemment, les ports constituent aujourd'hui un maillon central, un maillon logistique central. Ça a été bien évidemment mis en exergue dans le cadre de la présentation sur la stratégie de compétitivité logistique. Donc, à travers ces éléments-là, il apparaît clairement que le Maroc affirme son ambition de donner au secteur des ports une place de choix dans le commerce international, de saisir en fait les opportunités qui s'offrent au Maroc et de saisir ces opportunités qui passent le long de son patrimoine portuaire. Et s'il y a un exemple qui, bien évidemment, met en exergue cette réalité, c'est le port de Tanger-Med qui, depuis sa mise en service en 2007, c'est aujourd'hui plus de 2 millions de conteneurs équivalents remplis. Alors, quand on le sait, les anciennes éditions des plans directeurs portuaires nationaux n'ont jamais abordé ce projet. Ces investissements sont soutenus dans le secteur. Il y a aujourd'hui une rupture, il y a un saut qualitatif qui est enregistré dans la qualité des infrastructures portuaires, et ça sort bien évidemment à travers un indicateur qui est publié par des instances qui agissent dans ce domaine-là. C'est la qualité des infrastructures portuaires marocaines ont connu une évolution assez intéressante, puisque la position du Maroc est passée de 62 à 41 durant les 5 dernières années. Pour être bien évidemment pragmatique, je vais bien évidemment aborder quelques projets phares qui constituent de réelles opportunités d'investissement dans le secteur des ports. Cette politique d'investissement qui en fait répond à deux objectifs importants. Un premier objectif, c'est celui, bien évidemment, de mettre de constituer une offre portuaire en adéquation avec la demande pour pouvoir essayer de promouvoir des stratégies génératrices de trafic et des choses supplémentaires. Le deuxième objectif, qui constitue le pilier de la politique d'investissement au sein de l'Agence nationale des ports et du secteur de manière générale, c'est aussi de mettre en place un dispositif réglementaire et un processus compétitif qui accompagne cet effort dans la réalisation et le renforcement de l'outil portuaire pour pouvoir améliorer également et surtout l'attractivité du secteur pour traduire l'essai et pour véritablement faire du partenariat public-privé une réalité économique. Alors le programme, ou les programmes pour le prochain quinquennat, c'est 5 milliards de dirhams d'investissement qui seront mobilisés par l'Agence nationale des ports, dont une bonne partie sera consacrée à l'infrastructure portuaire avec 428 millions d'euros et bien évidemment une enveloppe non négligeable pour pouvoir continuer cet effort de mise à niveau de l'outil portuaire par rapport aux exigences de sécurité et de sûreté, comme ça a été abordé tout à l'heure par l'un des participants. C'est une préoccupation au quotidien qui est prise en charge dans le cadre, bien évidemment, de plans d'action, mais aussi par rapport aux référentiels régissant cet aspect à l'international. Les projets phares qui s'inscrivent dans ce partenariat, dans cette période de 2014-2018, il y a un projet qui consiste à doter le port de Casablanca d'une plateforme de qualité industrielle dans le domaine de la réparation navale pour pouvoir saisir les opportunités graphiques autour de ce port, mais aussi
pour accompagner d'autres projets structurants qui sont décidés dans le cadre de stratégie. Et bien évidemment, je fais référence à cet égard au projet grandiose de mise à niveau et de réhabilitation de la partie historique du port de Casablanca. C'est un projet qui s'articule autour de 3 composantes fondamentales: une forme de radeau, une plateforme élévatrice et un profil d'ensemble. C'est un investissement de 1,6 milliard de dirhams. Dans la partie infrastructure, sera réalisée par l'Agence nationale des ports, bien évidemment, et ils appellent à manifestation d'intérêt pour sonder le marché, pour pouvoir aller chercher des partenaires, vont suivre bien évidemment au courant de l'année 2015. Un deuxième projet qui consiste à professionnaliser Casablanca, à professionnaliser son port, à améliorer son attractivité, mais aussi et surtout à renforcer cette vocation touristique du port de Casablanca. Il s'agit bien évidemment de la réalisation d'un nouveau terminal de croisière qui va s'étendre sur 750 mètres linéaires de quai et qui pourrait recevoir bien évidemment des parcours de génération récente, puisqu'on est dans le dithyrambe de 2-12, et c'est un projet qui est dans le autour de 700 millions de dirhams. Bien évidemment, je ne cesse de le répéter, tous ces projets s'inscrivent parfaitement dans le partenariat public-privé, et nous allons agir en 2 étapes, bien évidemment la réalisation, et au moment où le coup de pouce sera donné, les appels de manifestation d'intérêt suivront, parce que nous avons l'intention de monter les projets dans leur phase finale en intégrant les préoccupations et les attentes du futur partenaire en termes d'exploitation, en termes d'éthique et ainsi de suite. Un autre projet concerne la réalisation d'un nouveau terminal au niveau du port d'Agadir. Et là, c'est tout simplement pour faire face aux nouvelles potentialités de développement et des richesses minéralières qui se situent dans l'intérieur du port d'Agadir. C'est un projet qui tourne autour de 250 millions de dirhams. Un nouveau port de pêche à Casablanca pour un coût de 650 millions de dirhams. Donc c'est un projet qui est en parfaite relation avec le projet de requalification de la partie historique du port. Et puis un petit peu tout à fait au nord, Mohammedia, qui connaîtra la réalisation de 2 terminaux, un terminal GPL qui va bien évidemment permettre à ce port de faire face au développement du trafic du GPL, qui va être multiplié par 1,5 à l'horizon 2020. C'est quelque chose qui tourne autour de 2,5 millions, 3 millions de tonnes, et qui va permettre bien évidemment de répondre à une difficulté technique d'exploitation, dans le sens où il va permettre bien évidemment l'accueil de tous les navires, de 95% de la flotte internationale qui assure le transport de ce trafic. Le deuxième projet que va connaître le port de Mohammedia concerne la réalisation d'un terminal chimique qui lui aussi répond d'abord à l'évolution attendue au niveau du marché, mais également de dépasser certaines contraintes qui caractérisent le port intérieur actuel de Mohammedia, où véritablement la capacité d'accueil reste limitée par rapport aux évolutions que connaissent les navires transporteurs. La logistique n'en est pas moins, puisque aujourd'hui il y a tout un projet phare à l'est de Casablanca, une vingtaine de kilomètres. C'est un port sec. C'est un port sec qui s'étend sur un foncier de 200 hectares et qui va constituer bien évidemment le prolongement du port de Casablanca pour différer d'une vingtaine d'années la réalisation d'une nouvelle infrastructure d'accostage dans ce port. Et puis, un dernier projet d'investissement qui concerne le développement de nouvelles capacités d'accueil pour le domaine de la plaisance. D'abord pour saisir les opportunités, mettre en valeur la façade méditerranéenne et répondre à une demande qui est là, donc, et qui émane notamment de la saturation que connaissent les sites de la plaisance au niveau de la rive nord de la Méditerranée. Puis un dernier élément, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Sehamaoui, tous les nouveaux ports qui constituent des préconisations de la stratégie portuaire nationale 2030
constituent des projets qui peuvent s'inscrire ou être concrétisés dans le cadre du partenariat public-privé. J'arrive donc au point relatif au partenariat public-privé, et comme nous le savons tous, bien évidemment, l'environnement des ports est caractérisé ces derniers temps par la globalisation des échanges. Je vous nous apporte rien de nouveau, mais cette globalisation des échanges est accompagnée par l'inscription du secteur du transport maritime dans un système logistique multimodal international. Et cela interpelle les ports. Bien évidemment, ils l'interpellent parce qu'ils doivent évoluer en continu au diapason de ces évolutions, à la fois sur le plan de l'exploitation technique, mais aussi sur le plan de l'organisation. Pourquoi? Parce que tout simplement, si ce n'est pas le cas, la pression qu'exerce le transport maritime et ces différentes mutations vont constituer pour les autorités portuaires à l'échelle mondiale une véritable contrainte. Et ces mutations, vous pouvez les imaginer, ça part du recours incessant au gigantisme, à la notion d'alliance, mais aussi et surtout à la diversification verticale des transports maritimes qui se lancent désormais dans le domaine des métiers de concession de terminaux portuaires. Donc, c'est quand même important de tenir compte de ces éléments-là. Sur un autre aspect, l'intervention du privé. Le partenariat public-privé dans le secteur du port est véritablement une question très ardue, très difficile. L'intervention du secteur, de l'entreprise privée dans l'infrastructure portuaire implique la mise en place de cadres contractuels complexes, mais surtout à multiples dimensions. Pourquoi? Tout simplement, l'entreprise privée, d'abord, il agit sur le domaine public. Et on sait les spécificités et bien évidemment les préalables et les mesures d'accompagnement à prendre en considération quand on est dans une assiette foncière relevant du domaine public portuaire. Le deuxième élément concerne bien évidemment l'appui de l'entreprise publique sur des investissements privés dans la réalisation de son business. Et ça rend la contractualisation plus lente, plus difficile, avec des négociations et les rendent un petit peu pénibles. Au Maroc, donc le partenariat public-privé dans le cadre du secteur privé, dans le secteur portuaire, a été initié avec l'avènement de la loi 1502 sur la réforme du secteur des ports. Avec l'avènement de cette loi-là, il y a de nouveaux métiers qui s'ouvrent au secteur du privé et ces métiers concernent les concessionnaires de terminaux. C'est bien évidemment ces projets sont pris en charge dans le cadre où ils sont montés comme le financement de projets qui nécessitent la mise en place de cadres contractuels et ce cadre contractuel nécessite absolument la mise en place d'un cadre de veille, de contrôle, mais surtout de régulation. Parce que, vous le connaissez très bien, nous sommes véritablement dans un secteur où le marché ne peut pas s'autoréguler. Il ne peut pas s'autoréguler parce qu'on ne peut pas aller dans une logique de démultiplication des intervenants qui présente le risque d'atomisation et par conséquent, bien évidemment, toute la viabilité financière du partenaire public, du partenaire privé qui se trouve menacé. Donc ce cadre de veille, de contrôle et de régulation est important. L'exercice des activités portuaires par le privé peuvent être concrétisés à travers deux régimes. D'abord un régime de concession et puis un régime des autorisations. Le régime des concessions me semble l'élément ou le chantier le plus fondamental qui se prête à merveille à la concrétisation de cette relation contractuelle et il se traduit par un certain nombre de caractéristiques. La prise de risque et le financement par le concessionnaire. Bien évidemment,
On n'occulte pas le partage de risque équilibré entre le partenaire public et l'autorité, le partenaire privé et l'autorité publique. Le fonctionnement suivant le principe du service public, hein, pour éviter des risques d'alliance, pour éviter les abus de position dominante, et j'en passe. La rémunération du concessionnaire par les aides. Et cela s'est traduit, et commence à se traduire de toutes les façons, par de nouvelles générations de contrats de concession. Et ces nouvelles générations de contrats de concession mettent en place ce qu'on appelle la régulation dynamique, qui permet un petit peu d'éviter des situations de profitabilité importantes pour le partenaire privé, mais également les équilibres nécessaires par l'autorité publique pour pouvoir un petit peu sauvegarder les intérêts de l'usager. Les formes, deux formes possibles, la concession d'exploitation de terminaux et la concession de gestion d'un port dans sa globalité. C'est deux innovations bien évidemment de la loi 1502, et chaque forme a ses spécificités, mais ils se traduisent tous par des cadres contractuels qui, bien évidemment, évoluent en termes de mission et de rôle du partenaire privé dans le secteur des ports. Un tableau, j'ai essayé un petit peu de synthétiser le partage, parce que la notion de partage de risque entre les deux parties est fondamentale, et bien évidemment, un contrat de concession, c'est un mariage à longue durée, 30 ans, qui est prévu par la loi, qui peut aller à 50 ans, et personne des deux parties n'a intérêt à ce que le système s'estampe en cours de route, parce que les effets, les impacts sont négatifs pour les deux parties. Donc, la propriété reste bien évidemment entre les mains de l'entité publique, c'est l'assiette de la concession, et tout le reste, du financement, jusqu'à la liberté de disposer des ressources humaines, sont mis à la charge, bien évidemment, du partenaire privé. Les modalités, les règles de la loi 1502, c'est l'appel d'offres, mais dans cette logique d'ouverture sur le marché international, des ouvertures sont permises par la loi, et l'autorité portuaire peut bien évidemment contracter des concessions de terminaux ou de ports de gré à gré, bien évidemment. Les cas, vous les avez sur le slide, quand il s'agit de l'organisation de l'activité portuaire pour son propre compte, c'est-à-dire on est dans une logique industrielle intégrée où le maillon portuaire ne constitue en fait qu'un business auxiliaire à la mission principale du partenaire privé. Quand l'agence nationale lance des appels d'offres, bien évidemment, il n'y a pas de retour, ensemble de marché, mais il n'y a pas de retour, il peut y avoir un retour qui n'est pas à la satisfaction de l'entité publique. Et finalement, quand il s'agit d'un projet dont le coût dépasse les 5 milliards de dirhams, ou une JV, où l'autorité portuaire garde 51% du tour de table, quoique cette formule, même s'il est prévu par l'amendement de la loi 1502, il pose énormément de difficultés en termes de mise en œuvre, et ça nécessite bien évidemment de prendre chaque cas selon une logique de prudence et de raisonnabilité, parce que la conséquence en est que la personne publique qui assure le rôle du concédant de l'autorité portuaire se trouve avec une double casquette. Il est dans le tour de table et il exige des flux financiers de la part du concessionnaire. Et là, c'est véritablement une mission inconfortable qu'il va falloir regarder, réajuster les décisions pour ne pas avoir des rapages par rapport au dispositif réglementaire. Voilà ce que je vous ai à dire. Donc, merci de votre attention et je suis à votre disposition. Merci, Monsieur Filali. Je crois que c'était un exposé dans lequel vous avez respecté le temps. C'était très enrichissant pour moi. Sérieusement, je crois également pour la salle. Aujourd'hui, le partenariat public-privé n'est pas une mince affaire. Pour une autorité portuaire, ça implique beaucoup d'engagement dans un secteur qui est très capitalistique et qui demande, dans un environnement qui est en perpétuelle mutation, qui est le secteur du transport maritime. C'est pour ça que aujourd'hui, vous avez parlé, et là je rebondirai sur votre conclusion, vous avez parlé de JV, vous avez parlé d'un nouveau projet dans lequel l'autorité est en même temps partie prenante et en même temps régulateur. Je crois qu'on a le bon exemple.
c'est celui de Nador Westmed, qui est une société anonyme dont l'ANP détient une majorité des actions. Je crois que pour l'instant, c'est un partenariat public-public qui est entre l'ANP et TMPA. J'invite M. Gouni Youssef, directeur administratif et financier de Nador Westmed, à venir nous exposer ici cette expérience qui est particulière et qui, je suis certain, sera riche d'enseignement. Merci. Il y a eu un petit souci technique. Je crois qu'on va inviter le commandant Khalid Samir à présenter son intervention en attendant qu'on règle le souci technique pour Nador Westmed.
le commandant Khalid Samir, commandant du port de Tangemet. Il va nous parler de l'expérience port de Tangemet aujourd'hui, qui était un défi pour le secteur portuaire marocain de par son gigantisme. Je crois que c'était le fruit d'un partenariat public-privé innovant entre le Royaume du Maroc et de grands armateurs internationaux. Après 5 ans d'expérience, je crois que c'est un modèle de partenariat public-privé qui est réussi. Le commandant Khalid Samir va nous parler de ce bel exemple de réussite. Merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc effectivement, une présentation que je vais vous présenter sur Tangemet, c'est un cas parmi les cas qui ont été soulevés par Cécile lors de sa présentation concernant l'investissement et le partenariat public-privé, puisque le port Tangemet a été construit, a été réalisé, a été réfléchi selon ces principes. Donc on va voir un peu la plateforme portuaire dans sa globalité, le mode de gouvernance de TMSA et du port de Tangemet et les différentes activités dans le complexe portuaire Tangemet. Et dans un deuxième point, on va essayer de voir un peu les zones d'activité qui accompagnent le port Tangemet et qui sont importantes pour le développement du port, et le port aussi est important pour le développement de ces types de zones. Et après, on va voir un peu le côté environnemental et un peu sur le futur de Tangemet. Donc le projet de Tangemet est né selon une volonté politique de mondialiser, de mobiliser les atouts de la région du nord du royaume pour la doter d'un hub portuaire, industriel et de services. Donc le port comprend notamment le port lui-même, l'infrastructure portuaire, qui est un port en eau profonde, les zones logistiques et les zones industrielles, commerciales et de services. On va citer quelques dates clés donc, pour vous donner une idée sur le déroulé de différentes phases de réalisation du port Tangemet. Donc le lancement a été donné le 30 juillet plutôt 2002 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et le premier navire a accédé au port en 2007 au niveau du terminal APM. En 2008, le deuxième terminal d'Eurogate a démarré à l'exploitation. En 2010, le démarrage du terminal passager et roulier. Et en 2012, le démarrage des terminaux hydrocarbures et voitures. En 2014, il y a eu le démarrage du Tangemet Port Center, qui est en fait le quartier d'affaires du complexe portuaire et au niveau duquel on trouve un peu toute la communauté portuaire, les administrations, etc., qu'on va voir plus tard dans ce slide. Donc, pour commencer, on ne peut pas parler de Tangemet sans parler de sa position. Donc, c'est une situation unique, c'est une vision stratégique. Donc, la position au niveau du détroit de Gibraltar, je pense que cette position, cette situation a été évoquée sur pas mal de présentations d'hier et d'aujourd'hui même. Donc, c'est à la croisée des routes maritimes, est-ouest et nord-sud. C'est un détroit à travers lequel traversent plus de 100 000 navires par an et dont 20% de trafic conteneur.
Donc on va voir un peu le mode de gouvernance qui a été mis en place par TMSA pour gérer donc, le complexe portuaire et toutes les zones d'activité. Donc TMSA en tant que groupe est constitué de 3 pôles. Donc on a le pôle zone d'activité qui dispose d'environ une assiette foncière de plus de 2000 hectares dans lesquels sont installés plus de 400 entreprises, 60 000 emplois et 3 milliards de dollars d'export. Donc, pour gérer ces zones d'activité, TMSA a créé 3 filiales, la TFZ, Tanger Free Zone, Tanger Automotive City, qui est spécialisée dans l'industrie automobile, et Tétouan Shore, qui est spécialisée bien sûr dans l'offshoring et les services. On a le pôle service, donc c'est une capitalisation de toute l'expérience et la technicité de ce projet pour les mettre en valeur. Et pour cela, ils ont été créés 2 filiales. Donc, Cires Telecom, spécialisée dans tout ce qui est télécommunication, tout ce qui est sûreté, tout ce qui est réseau. C'est une filiale, bien sûr, qui est active au niveau du complexe portuaire et même dans le territoire national. On a aussi une filiale de service qui est Tangemed Engineering, TME, qui est spécialisée, comme son nom l'indique, dans l'ingénierie, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, les études, les expertises, etc. Et TMSA s'appuie sur ces 2 filiales pour toutes ces études, ces projets, ces extensions, etc. Et puis le 3e pôle, c'est le pôle portuaire, c'est TMPA, l'autorité portuaire Tangemed. Donc ce pôle dispose d'une assiette foncière de plus de 1000 hectares, qui réalise plus de 35 millions de tonnes par an de trafic, qui a créé plus de 6000 emplois et bien sûr qui est en exploitation, et bien sûr il y a des projets qu'on va voir par la suite pour le futur. Donc il y a une autre filiale au niveau du pôle portuaire qui est MedHub et qui gère la zone franche logistique qui est adossée au port et qui fait partie intégrante du port. Et la 3e filiale du port portuaire, c'est Tangemed 2, qui est actuellement en charge de la construction de l'extension du complexe portuaire, notamment le port Tangemed 2. Donc, concernant, on va se concentrer un peu sur le pôle portuaire. On va donner quelques informations sur la partie zone d'activité, mais la grande partie va être donnée pour le port portuaire. Et on va commencer par les rôles. Donc le rôle de l'autorité portuaire Tangemed. Donc tout d'abord c'est la construction et maintenance des infrastructures, donc dès le début, le développement continu des activités et des capacités du complexe portuaire. Donc il faut suivre l'évolution, il faut prévoir, il faut anticiper pour rester à jour et pour accompagner le développement. Donc on a TMPA, c'est l'autorité concédante des terminaux portuaires et des activités portant un caractère de service public, selon les principes qui ont été aussi expliqués par ces filiales des concessions. Donc TMPA, c'est aussi l'exploitation, il exploite directement certaines activités portuaires, telles que notamment le passager, le traitement des passagers et des rouliers. Il assure la police portuaire et la capitainerie du port et assure l'organisation et la régulation des relations et des échanges entre les acteurs de la communauté portuaire et bien sûr la promotion du port Tangemed dans son ensemble. Concernant les activités portuaires, donc on va présenter le port Tangemed sur toutes les parties en exploitation à ce jour et qui sont constituées du port Tangemed 1 et du port passager et roulier qu'on voit sur la slide. Bien sûr, le port Tangemed 2, il est encore en construction et il va démarrer bientôt, Inch'Allah. Donc, le
complexe portuaire dans sa globalité dispose d'une capacité nominale de plus de 8 millions de VP, 1 million de véhicules, 7 millions de passagers, 700 000 camions-tirs, 5 millions de produits raffinés et une envergure d'environ 9 km et des investissements publics-privés qui dépassent les 7,5 milliards de dollars, bien sûr réalisés sur la base du principe général d'environ 60-40, donc 60 États et 40% privés. Donc, pour donner une idée sur le trafic au niveau du complexe portuaire Tangemet, on réalise entre 10 et 11 000 escales par an, qui peuvent être réparties comme suit. Donc, on a environ 7 000 escales de ferry par année, un peu plus de 2 000 escales de porte-conteneurs, on a un peu plus de 200 escales de navires vrac, solides et divers, et puis plus de 300 escales de navires transporteurs de véhicules, les car carriers, et on a 500 et même plus escales de barges parce que le soudage réalisé au niveau du port Tangemet est dans ces zones de mouillage. Donc, afin de gérer ce nombre d'escales important au niveau du port Tangemet, comme vous le savez, qui est situé au niveau du détroit de Gibraltar, qui est une zone régulée selon des règles imposées par l'OMI et qui est contrôlée par deux centres de surveillance au niveau de l'Espagne et au niveau du Maroc. Donc, TMSA, avant le démarrage du port Tangemet, avait procédé avait déposé une demande pour prendre en considération le trafic qui va être généré par le port Tangemet au niveau de cette zone étroite. Et bien sûr, cette demande a pris son chemin administratif et il a abouti par un changement au niveau du dispositif de séparation de trafic qui a été adopté et mis en vigueur juste avant le démarrage du port Tangemet en 2007 et qui consiste à créer une zone de précaution afin de pouvoir gérer, réguler et suivre tout ce trafic avec la sécurité qu'il faut et bien sûr la fluidité qu'il faut. Donc si on revient au port, on ne peut pas parler du port sans parler des partenaires. Donc on parle de partenariat public-privé, mais aussi pour le port. Donc en mode exploitation, il y a des partenaires et le port de Tangemet dispose de partenaires de premier rang. On peut citer quelques-uns, notamment le premier qui a démarré le terminal à conteneurs, c'est Groupe Maersk, donc APM Terminals. Puis on a le deuxième terminal, c'est Eurogate, bien sûr, qui constitue un consortium avec des armateurs qui sont CMA CGM, MSC, etc. Et puis on a des concessionnaires tels que Marsa Maroc pour le nouveau terminal TC4 au niveau de Tangemet 2. On a Renault, bien sûr, qui s'est installé au Maroc, au niveau de la région nord, à Tanger, bien sûr, en prenant en considération le port Tangemet et toutes les facilitations qu'il va pouvoir lui offrir. Pour le trafic hydrocarbures, on a un concessionnaire qui constitue un consortium de HTL, IPG et Afrepia. Et l'exploitation de remorquage, on a le concessionnaire Boulouda, bien sûr, qui nous accompagne dans tout ce qui est remorquage et assistance. Donc pour le port de Tangemet, c'est un port en eau profonde. Donc on a des profondeurs jusqu'à moins 18 mètres. Il est opérationnel depuis 7 ans, comme je viens de souligner. Le terminal 1, il est concédé à PM Terminals, le 2 à Eurogate.
et les investissements privés, ils ont dépassé les 350 millions de dollars. Les deux terminaux atteindront cette année leur capacité maximale qui est de 3 millions de VP. Donc l'année dernière, on a réalisé 2,5 millions de VP. Cette année, on prévoit 3 millions de VP, ce qui est la capacité maximale de ces deux terminaux. Donc, ces deux terminaux accueillent les plus gros navires qui existent actuellement au monde. Donc, pour vous dire un peu la rapidité avec laquelle le gigantisme avance, donc les études de construction du port Tangemet ont pris en considération des navires projets de 350 mètres. C'était en 2004, 2003, 2004. En 2007, on a démarré l'exploitation avec un triple E, qui est un navire de 400 mètres et qui est de 13 000 boîtes. En 2012, on a reçu un navire de 16 000 EVP, qui est le Marco Polo. Et en 2013, on a reçu le triple E, qui est de plus de 18 000 EVP. Donc, pour cela, il faut accompagner ce développement pour pouvoir accueillir ces navires dans les meilleures conditions de sécurité et de sûreté, bien sûr. Et pour cela, l'autorité portuaire Tangemet a mis en place un simulateur 3 dimensions, bien sûr, pour pouvoir faire les tests nécessaires afin d'accueillir ces navires dans les meilleures conditions et avec toute la sécurité qu'il faut. C'est un simulateur qui est opérationnel et bien sûr sur lequel les pilotes de l'autorité portuaire réalisent leur formation continue. On peut citer quelques-unes des missions de ce simulateur. Donc c'est les formations de continu et de pointe des pilotes, c'est les formations du personnel de tout qui a relation avec le trafic maritime, VTS, capitainerie, etc. C'est les études de situation de critique et d'urgence, l'évaluation et amélioration continue du personnel et les études aussi, donc les études de nouvelles installations et projets d'ingénierie maritime. Donc là, on voit juste le développement du trafic conteneurisé au niveau du port Tangemet, qui a démarré en 2007 et qui a atteint en 2013 le chiffre de 2,5 millions et pour 2014 déjà là de 3 millions de conteneurs. Donc c'est une évolution nette et progressive depuis le démarrage. Donc ce chiffre de 2,5 millions pendant l'année 2013 de VP réalisé au niveau de port Tangemet lui a attribué un classement au niveau mondial de 55, donc il est classé 55 en termes de capacité traitée durant l'année 2013. Et bien sûr, on prévoit avec la mise en exploitation de Tangemet 2, qui a une capacité de 7,2 millions de VP, d'avoir une capacité globale de 8 millions, plus de 8 millions, ce qui va permettre au complexe portuaire Tangemet de grimper et de se caler parmi le top 20 au niveau mondial. Donc toujours dans le cadre du port Tangemet, on a parlé des terminaux conteneurs, mais il ne faut pas oublier aussi le terminal calcaire, le terminal de transport de véhicules, qui est donc utilisé principalement par Renault, l'usine Renault Mendoza, qui réalise 100% de ses exportations à travers le port Tangemet. Et bien sûr, il y a aussi un trafic de transbordement et d'import-export. Il y a aussi le terminal hydrocarbures. Là aussi, si on parle de partenariat public-privé, c'est un terminal qui a été réalisé et dont le coût d'investissement du concessionnaire dépasse les 120 millions d'euros. C'est un terminal qui traite les hydrocarbures raffinés pour 3 missions, 3 objectifs principaux qui sont le sauvetage au niveau du port et en saison de mouillage, le ravitaillement de la zone du Nord en termes d'hydrocarbures raffinés et bien sûr une partie pour le transbordement, le trading. Donc c'est une capacité de 500 000 mètres cubes et l'année dernière on avait traité plus de 4 millions de mètres cubes. Il y a un terminal ferroviaire, bien sûr, qui
qui nous permet de traiter tout ce qui est véhicule, tout ce qui est hydrocarbures, tout ce qui est conteneur. Et là, c'est vraiment la valeur ajoutée que donne cette connectivité en chemin de fer pour le port.